Alors justement, un tout petit mot de synthèse. Donc je reviens sur la question des montants parce que c'est celle qui m'intéresse un peu aujourd'hui. On parle donc de 5 milliards avec la BCCI. Avec des pays concernés qui sont le Pakistan, les États-Unis, les pétrodollars et le Moyen-Orient. On a parlé là de milliards avec l'affaire Pache, Monaco, la Suisse, la France. Et puis là, on a parlé par exemple de 50 millions avec la lessiveuse africaine, mais cette fois un territoire par exemple qui était cité Madagascar. Donc les montants ne sont pas les mêmes, mais évidemment le niveau de développement et l'impact négatif dans les pays concernés est probablement équivalent. Voilà. Alors pour les questions, du coup il y avait donc une question d'abord sur la banque Pache. Alors un peu ironique je pense. N'est-ce pas plutôt un problème de recrutement ? Trois salariés, trop d'hommes qui n'auraient pas dû être là, qui a déclenché l'ouverture de l'enquête ? Alors, c'est un peu ça. Dans l'idée, c'est ça, c'est que aujourd'hui, pourquoi ils ont pris 3 personnes qui avaient une bonne réputation sur le Rocher. Ça faisait un moment qu'ils étaient banquiers sur le Rocher. Pourquoi prendre des personnes qui ont une bonne réputation? Et en fait, c'est parce que ça permet à la banque de mettre des personnes devant qui donnent l'apparence d'avoir une banque avec des gens qui ont des compétences, qui font correctement leur travail. Ils avaient essayé, Banque Pache, de faire la même chose en mettant à la tête du conseil d'administration à Pache Monaco Maurice Pilot, qui est en fait un grand nom sur Monaco, qui gérait le système de santé sur Monaco et l'hôpital Princesse de Grasse. Ils avaient essayé de le mettre à la tête. Pour vous dire, il est resté 2 mois à la tête du conseil d'administration. Il s'est rendu compte, il m'a dit c'était une coquille vide, j'en suis parti parce que je ne sentais pas. Donc l'utilité d'avoir ces 3 salariés, en fait, c'était que quand le SICFIN venait, parce que le SICFIN, c'est le TRACFIN monégasque, mais disons plus léger. Parce que quand le SICFIN vient, ils appellent à l'avance et ils disent qu'est-ce qu'on va vérifier, qu'est-ce qu'on pourrait vérifier. Enfin voilà. Donc ils leur donnaient à chaque fois les comptes de ces 3 salariés. Regardez, tout est bien géré, tout est propre. Donc voilà l'utilité d'avoir ces 3 salariés honnêtes dans la banque. Une question complémentaire, est-ce que le compliance officer, donc le responsable de la conformité, fait partie des 3 personnes ? Non. Les 3 personnes, donc on avait un sous-directeur de la zone Afrique qui s'occupait des clients sur l'Afrique. Les 2 autres étaient des commerciaux, donc qui s'occupaient, et l'assistant et une assistante. Et les deux contrôleurs internes de la banque, en fait, faisaient partie de l'arnaque, si j'ai envie de dire, du système, quoi. Ils étaient complètement dedans. D'accord, donc merci aux assistantes notamment. Et alors, est-ce que cette banque existe toujours? Est-ce qu'elle continue à blanchir de l'argent? Alors, après avoir licencié nos 3 petits salariés, le Crédit Mutuel s'est séparé précipitamment de la filiale monégasque en septembre. C'est-à-dire que les 2 derniers salariés ont été licenciés le 31 août, je crois, et le 2 septembre, la banque Pache Monaco, et seulement Pache Monaco, était revendue à une banque luxembourgeoise à Villande. Oui. Et voilà, donc eux, ils se sont débarrassés de ça. Donc la banque Pache Monaco n'existe plus en soi, mais a récupéré tous les portefeuilles. Nous, on a la preuve que Ricardo y est toujours et a gardé ses clients. Je voulais juste rebondir sur l'affaire BNP, parce que c'est le même juge d'instruction qui s'en occupe que pour la banque Pache. Ce qui est assez étonnant, on va dire, c'est que le directeur de la banque Pache Monaco est l'ancien directeur international de la BNP sur Monaco. Donc tout est lié, j'ai envie de dire. Et juste pour terminer sur ce que pourrait donner, on a les échos qu'au Rocher, quand même, on veut aller au bout de ces deux affaires, c'est-à-dire faire condamner ces 2 banques. Il y a une volonté du palais d'aller cette fois au bout, de montrer un peu un exemple, et en plus ça les arrange parce que ces 2 exemples sont français, donc voilà. En plus on ne pourra pas dire c'est que Monaco, ça tape sur 2 grosses banques françaises à la fois. Voilà.
Alors, il reste que 2 questions pour Jean. Juste une petite anecdote, parce que vous savez qu'il y a un film qui est sorti récemment qui parle de Monaco, justement. En termes d'image, on va dire, qui est véhiculé auprès de l'opinion publique, ce qui est assez amusant, c'est de voir ce film était un peu l'éloge de la princesse de Monaco, je crois, Grâce de Monaco, qui donc a sauvé Monaco, qui était menacé de ne plus être un paradis fiscal à l'époque. Donc c'est assez amusant de voir ce genre de... je dirais de discours un peu différent de celui peut-être qu'on vous tient aujourd'hui. Alors, une question donc pour Jean concernant la lessiveuse africaine. Donc, quelle implication des banques dans l'affaire? Alors, pardon, l'autre question d'abord. Même question, le lanceur d'alerte était-il compliance officer et pourquoi n'a-t-il pas contacté? Alors, je vois Sicofin, mais je ne sais pas si c'est... Alors non, il est analyste financier et j'ignore s'il a contacté SICFIN, mais manifestement la confiance dans l'efficacité de SICFIN n'est pas très élevée à Monaco. D'accord. Ils peuvent pas s'autosaisir le SICFIN en fait. Moi, mes salariés, les salariés ont aussi essayé d'alerter le SICFIN de ce qui se passait. Ils leur ont répondu, il n'y a que votre hiérarchie, le contrôleur interne et compliance qui peuvent saisir le SICFIN. Un salarié d'une banque normale ne peut pas saisir le SICFIN quand il y a des suspicions, même avec des preuves. Et une dernière question donc, qui revient sur ton affaire préférée, donc l'affaire des biens mal acquis. Et là aussi, quelle implication des banques? Alors, l'implication des banques dans l'affaire des biens mal acquis, évidemment, les montants qui ont transité, qui ont servi à financer un patrimoine immobilier ou automobile colossal ont transité par des banques. Donc, le rôle est évident. Est-ce qu'il y a eu défaillance de la part des banques? Je dirais que c'est la justice française qui est en train d'instruire l'affaire. Ce que l'on sait, c'est que dans la presse, est sorti au début de l'année, la mise en cause du rôle de la Société Générale dans un défaut de contrôle. Alors est-ce qu'elle sera mise en examen? Oui, non. On verra ce que les prochains mois nous réservent. Ça, c'est dans le versant Sassou Nguesso de l'affaire, je crois. Et puis, dans le versant Bongo, on se souvient quand même de ce chèque de la pairie du Gabon à la Banque de France. Donc la Banque de France qui est quand même qui contrôle la réalité de l'anti-blanchiment dans les autres banques. Donc la Banque de France a laissé un chèque de la pairie du Gabon sur ses comptes financer une Mercedes de Pascaline Bongo. Donc voilà, on a l'impression que même la Banque de France n'est pas complètement vierge dans cette affaire. Je voudrais quand même revenir une toute petite seconde sur l'attitude des banques dans cette affaire. Je pense que tu l'as dit en introduction, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui préoccupe les banques, c'est 2 choses. C'est le risque de réputation. Et donc BNP Paribas, dans cette affaire, a lancé une inspection générale. Ils nous ont dit « Rassurez-vous, braves gens, on a fermé les activités qui posaient problème ». Et c'est à peu près pareil dans toutes les affaires. Et d'ailleurs, quand on entend le gouvernement de Monaco qui nous dit, c'était il y a à peu près un mois à la radio, le Premier ministre de Monaco qui dit « Il y a longtemps que Monaco n'est plus perçu comme un paradis fiscal ». Je pense que l'important pour lui, c'est qu'il ne soit pas perçu comme un paradis fiscal. C'est là le mot important de la phrase. Le deuxième risque pour les banques, c'est effectivement le risque pénal, ça a été dit tout à l'heure, le risque pénal ou le risque financier. Et là, pour l'instant, force est de constater que les sanctions en Europe ne sont pas du tout à la hauteur des sanctions aux États-Unis. François Daubert rappelait le 1,5 milliard d'euros que HSBC a dû verser dans une affaire aux États-Unis de blanchiment. Juste pour comparer, le rôle de HSBC a été mis en cause en Suisse dans l'affaire des fonds Ben Ali. Ils ont dû verser 72 000 euros. Bon. Voilà. Alors il y avait une question sur le crédit mutuel, donc l'affaire Pache. Le slogan de la banque, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Comment jouer là-dessus? Oui, alors, quel est le rôle des clients, puisqu'ils sont propriétaires de cette banque? Est-ce que les clients, évidemment pas ceux qui blanchissent, mais peut-être les autres, valident cette démarche de la banque?
Je pense que la réponse, on l'aura à la prochaine Assemblée Générale. S'il y a des actionnaires dans la salle du Crédit Mutuel, on vous communiquera les PDF des articles, parce qu'apparemment ils ne les reçoivent pas au Crédit Mutuel vu qu'ils ne nous ont pas répondu. Donc vous pourrez leur demander des explications vous-même, parce que quand il y aura amende, c'est vous qui payerez directement, sans vouloir... La banque d'un monde qui bouge, c'est plus facile pour s'adapter. Et alors, il y a une dernière question, mais du coup on laissera peut-être la prochaine table y répondre à tous les intervenants. Donc, vous parlez du devoir de vigilance des banques. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit? Mais on laissera cette question à plus tard. On a 2 jolies affaires donc, sur le rocher monégasque. Il y en a une troisième également sur la banque Julius Baer, où on a découvert des millions d'euros détournés par le fils Wade du Sénégal, qui atterrissent où? Sur une banque monégasque. C'était encore pour préciser qu'il y avait de nombreuses affaires donc, dans un État qui se considère comme n'ayant jamais été un paradis fiscal.